Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Merci de nous préférer et d'être toujours au rendez-vous de l'entretien du dimanche. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à un fait historique. EDN TV et Diaspora FM refusent d'être complices d'un silence sur l'histoire. L'histoire, c'est bien évidemment la célébration des 35 ans du démarrage de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Nous en parlons aujourd'hui avec un témoin oculaire de cet événement, quelqu'un qui a travaillé dans les coulisses et même visiblement sur cette question. 35 ans après, nous revenons sur cet événement qui a donné au Bénin son expérience de démocratie. Notre invité est journaliste, consultant et chercheur en histoire et en communication audiovisuelle. Il s'appelle Constant Agbidi-Noukou. C'est un plaisir pour nous de l'avoir sur le plateau de l'entretien du dimanche. Monsieur Agbidi-Noukou, bonjour. Bonjour, monsieur Abalo. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler justement des 35 ans de la Conférence nationale des forces vives. Je vous en remercie infiniment. Alors, 35 ans après, comment vous sentez-vous aujourd'hui lorsqu'on parle de la Conférence nationale des forces vives? Merci beaucoup. Je salue nos amis téléspectatrices et téléspectateurs qui suivent avec plaisir l'entretien du dimanche. 35 ans après, j'ai le sentiment que ça a commencé par être oublié. Ah bon? Qu'on ne parle votre pas. Sentiment? On ne parle plus suffisamment. On ne parle de la pas Conférence assez de la nationale. Conférence nationale. Oui. Alors que si nous parlons de renouveau démocratique, c'est à l'issue des travaux de la Conférence nationale. Je me permets de saluer certains acteurs, certaines personnalités qui ne sont plus avec nous. Alors, nous commençons par le président Mathieu Kérékou. Oui, le principal acteur. Le principal acteur. Personne ne savait qu'on irait jusqu'à la fin. Il a participé activement, faisait des va-et-vient entre le palais et le PLM Alédio. Monseigneur Isidore de Souza, l'acteur aussi important, qui dirigeait les débats avec beaucoup de vigilance, d'harmonie, de sérénité. Maître Bertin Baula n'est plus là. Oui. Maître d'Almeida Adamon, Grâce d'Almeida Adamon, Maris Francisco, le professeur Albert Thévoiset, c'était le rapporteur général. Finalement, beaucoup de gens sont partis. Et ils sont nombreux. Nous saluons aussi ceux qui sont là. Oui, Maître qui Robert vivent là. Dessous. Maître Robert Dessous. Le président Ousmane Batakor, oui, il était membre du comité préparatoire des travaux. Donc, Adrien Mbouedji, tout à fait, l'ancien Premier ministre. Candidat Azanaï. Azanaï, voilà, ils sont nombreux. Nous les saluons et nous disons, comment se fait-il qu'ils sont là? Oui. Et qu'on ne parle pas assez de la Conférence nationale. Vous engagez leurs responsabilités? Oui, un peu quand même. Ce n'est pas nécessairement une affaire des autorités actuelles. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui ont vécu, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas assez vécu ce qui s'est passé. Certains... Bien sûr, M. Agbidi-Noukou, il y a beaucoup qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, qui sont, ils étaient là, oui. mais ils n'ont pas pris une part active. Ils étaient peut-être dans le pays, certains étaient à l'étranger, mais ils n'étaient pas des délégués à la conférence. Il y avait environ 500 personnes que le comité préparatoire a invité à participer, tant de l'intérieur que de la diaspora. On devrait enseigner la conférence nationale. Parce que c'était pas facile, hein. Pour qu'on y aille, personne ne savait. C'est la crise économique. Mais il paraît que c'est enseigné quand même. Déjà au CM2, au cours primaire, on enseigne. Pas tellement. J'ai des neveux, des nièces, c'est pas ça. Quand je prends leur cahier, je vois ce qu'on leur a enseigné. C'est un bout de ce qu'on devrait leur enseigner. Qu'est-ce qu'on devrait leur enseigner? Ça devrait être un programme. Qu'est-ce qui s'est passé avec le PRPB? 17 ans. Pourquoi on en est arrivé à cette banqueroute? Pour qu'aucune société ne survive, que nous soyons à 6 mois, 7 mois d'arriérés de salaire, qu'il y ait des grèves partout, le débrayage partout, qu'on soit allé à la conférence avec les anciens présidents qui étaient là, les autorités, les ONG, les sensibilités nouvelles qui ont été créées pour pouvoir prendre part, c'était pas facile. On ne leur enseigne pas tout ça. Et comment les délégués ont pu arriver à convaincre le président Kérékou et les caciques du PRPB d'accepter les conclusions issues des travaux? D'accord, nous allons faire donc avec vous l'histoire, si vous le permettez. Tout à fait. À défaut d'avoir cet enseignement-là dans les écoles, oui. À travers cette émission, nous allons justement parler de ça, Tout à M. fait. Agbidi-Noukou. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a justifié l'organisation de la conférence nationale?
C'est d'abord la crise économique. Hein, on avait signé, je crois, un plan d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et à un moment donné, ça n'allait plus. Nous avons créé trop de sociétés qui n'étaient pas viables. Et progressivement, elles ont toutes fermé la porte. À l'Université nationale du Bénin, comme on l'appelait, ça n'allait pas. Les coûts, non. Chaque professeur, chaque enseignant faisait un peu à sa tête, concevait les choses comme il voulait. Nous n'étions plus respectés. Parce qu'un travailleur, c'est d'abord le salaire. Le salaire était plus payé. Oui. 6 mois, 7 mois d'arriéré de salaire. Comment on va vivre? Les gens étaient fatigués. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Guézaudier, disait non, les enseignants, ils ont laissé tomber la craie. Ouais. Ils ont dit non. Nous-mêmes ne tenaient plus pour garder la craie. Donc c'est la craie même qui est tombée. C'est pas nous. Parce qu'ils n'avaient plus de moyens. On ne savait plus comment nos familles, nos parents vivaient, nos enfants. C'était vraiment de la catastrophe. Donc bref, c'était une impasse totale. Totale. Le pouvoir était là, ils ont compris. Ouais. Et les 6-7 décembre 1949, ils se sont réunis. Toutes les instances. Il y avait le Conseil économique, le Conseil exécutif national, c'était le gouvernement. Ouais. Le comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire, c'est tout le bureau qui coordonnait l'Assemblée nationale. Il y avait toutes les instances du parti, parce que c'était le parti PAPB qui dirigeait l'État. Okay. Donc il y a le comité central, le bureau politique, tous s'étaient réunis. Et ils ont fait un diagnostic clair. Rien ne marche plus dans le pays. Le débrayage est total, les étudiants d'abord, les enseignants ensuite, et toute la fonction publique a suivi. Malgré ça, l'ORTB, nous, on continuait de travailler. Normalement. Bon, c'était le service public. Vous aviez l'obligation de travailler. Tout à fait. Oui. Mais le ventre affamé n'a point d'oreille. Ça agit sur les prestations? Nécessairement. Parce que, imaginez-vous, moi, il a fallu mon père et ma mère qui avaient un peu de ressources. Je me demandais comment j'allais vivre. Et je sais que beaucoup de mes collègues, de mes confrères, de mes consoeurs ont eu des difficultés dans leur famille. Oui. On ne peut pas rappeler tout ce qui s'est passé. C'est déplorable, c'est désolant. D'accord. Et bon, les Béninois savent accepter les choses. Voilà. Donc, à ce moment-là, la nécessité est arrivée de s'asseoir. De s'asseoir et de se parler. Voilà. Et au niveau des conclusions, des 6-7, des instances, oui. On a dit dans un trimestre, à partir de 90, on va organiser. On ne l'a pas tout de suite appelé conférence nationale, mais une grande, je dirais, rencontre qui va réunir tous les Béninois, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, pour parler de nos problèmes. Problèmes économiques, problèmes politiques. Parce que c'est le seul parti qui dirigeait depuis. Hein, depuis 1972 que ce gouvernement militaire révolutionnaire a pris le pouvoir, c'est toujours eux qui dirigeaient. Tous les autres tendances étaient mises de côté. Personne ne veut pas, c'est anarcho-gauchiste, c'est des réactionnaires, ici et là. Et le seul parti qui défendait les populations et s'opposait un peu au PRPB, c'était le Parti communiste du Dao. D'accord. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé, ou pourquoi est-ce qu'il a été décidé que cette conférence nationale se fasse en direct sur les médias publics? Alors, il faut saluer, je dirais, la compréhension et la sérénité du ministre Ousmane Batoko. Il était ministre de la Communication en ce temps-là. Nous lui avons parlé pour dire, monsieur le ministre, il serait bon que ce soit une retransmission en direct. Là, on n'a pas besoin de couper, de monter, de faire de la censure. Et ce sera plus franc. Ce sera plus direct. Franc, et les gens vont participer. Il a dit que ce n'est pas lui qui va décider, qu'il va en parler d'abord au comité préparatoire et ensuite au chef de l'État. Alors, quand on en a parlé, ils ont convaincu le chef de l'État. Le président québécois a accepté pour dire, tant mieux. Et je crois qu'il ne voyait pas les conséquences. D'accord. Il ne voyait pas. Parce que, il ne se disait pas que ça allait avoir trop de retentissement. Okay. Et à la télévision, on a dit que nous ne pouvions pas. Parce qu'il n'y a pas du tout de fongible, il n'y a pas d'argent. Et il restait de peu. La nation n'allait pas participer. Le premier jour, on n'a pas eu la nation. Le lundi 19 février, là, la nation n'est pas venue. Et c'est le lendemain. Parce qu'eux aussi n'ont pas de moyens. Il n'y avait que la radio nationale. La radio nationale. La télévision nationale. La télévision, c'est un faux direct. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas émettre en direct. Vous n'avez pas les moyens pour ça? On n'en a pas. On n'en a pas. Il n'y a pas de fongible, il n'y a pas de cachet.
On ne pouvait pas acheter les autres matériels, l'éclairage, parce que c'est ça aussi. Oui. Nous avons des cas qui nous permettent de retransmettre en direct. Il n'y a pas de matériel adapté à cela. Tout est foutu. Il fallait changer. Mais il n'y a pas de moyen. Il disait, mais les populations ne trouvaient pas, les fonctionnaires ne trouvaient pas leur salaire. Et comment on peut penser à tout cela? Donc, de fil en aiguille, on nous a dit que nous, à la télévision, on ne peut pas couvrir en direct. D'accord. Nous nous sommes décidés pour dire on peut faire du faux direct. C'est-à-dire, on enregistre et on diffuse au fur et à mesure. Donc, en fait, ce qui s'est passé à la conférence nationale, c'était du faux direct. C'est du faux direct pour la télévision. Pour la télévision. C'est-à-dire qu'on a tout enregistré. Oui. Mais quand on termine une cassette, on vient diffuser. Ainsi de suite. Et il n'y avait pas eu de risque d'altération? Est-ce qu'il n'y avait pas eu risque de montage à un niveau à un autre? On pouvait enlever des choses, quand même. Nous nous sommes dit, il n'y a pas question. On va faire du faux direct, mais faire en sorte que c'est ce que nous enregistrons que nous diffusons. D'accord. Donc, je fais partie de ceux qui devaient surveiller ça, avec André Marie Johnson. Il n'est pas question de monter. D'abord, j'ai refusé. Je ne veux pas de monteur. Laissez-nous, nous quittons le PLM, nous acheminons à la télé, nous mettons et on diffuse. Parce qu'il n'y a pas de montage à la radio. Oui, tous les Béninois avaient leur poste transistor à côté. Ils suivaient, ils réagissaient, parce que nous avons fait de petits reportages pour voir comment ils réagissaient. Et ça nous faisait beaucoup plaisir. C'est ce que nous voulions. Et on remercie le ministre Batacor, le président Kélékou aussi, qui a accepté, parce qu'il fallait qu'il accepte. Mais est-ce qu'à un certain moment, avec la tournure des choses, les autorités n'ont pas essayé d'arrêter cette diffusion en semi-direct ou en direct à la radio? Certains ont voulu. Pour dire, ah, mais pourquoi il y a trop de cassettes, vous enregistrez trop, est-ce qu'il ne faut pas? On a dit non, nous sommes entendus au départ. On diffuse tout ce qu'on a enregistré. Comme la radio émet en direct. Nous faisons du faux direct, mais nous devons faire... Très peu de gens savaient qu'on n'émettait pas en direct. C'est bien après qu'on a expliqué. Sinon, les gens voyaient exactement. C'est vrai qu'il y a un petit décalage. Parce qu'il faut que la cassette termine avant que nous ne diffusions. Alors qu'au fur et à mesure qu'on enregistrait à la radio, on passait tout. Donc, ils ont su, mais ne maîtrisant pas les dédales de la technique, et ils ne savaient pas exactement ce qu'on faisait. C'était par quel moyen vous ameniez la cassette du PLM? On avait un véhicule à notre disposition. D'accord. Et quand je suis pris, André court pour déposer. Quand André est pris, c'est moi qui vais. Donc, on a fait ça durant les 10 jours. Ah oui, on a tenu. Parce que nous, on a bien préparé la conférence. C'est vrai, on avait au plus 2 mois. Mais on a tenu. Il y avait ce que nous appelions la conférence des 2 rédactions. La rédaction du journal parlé, la rédaction du journal télévisé. À la radio, Georges Hamelin, Isidore Zissou, Canel Quenom, Claude Da Silva, Clément Runotin, qui ne vit plus, Charles Lacroix, qui ne vit plus. Tout ce monde avec nous à la télévision. Moi, j'étais à la télévision. André Marie Johnson, Vincent Dassy, les frères Migan, Gérard, Justin, Philippe Nsek, Joël Mundolo. On a dit, nous ne devions pas louper l'occasion qu'ils nous ont faite. D'accord. Nous avons une idée claire que cette conférence, si nous y allons, ce n'est pas pour applaudir les ténors du classique du PRPB. Il n'est pas question. Nous devons faire en sorte que nous n'en parlions plus jamais. On s'est dit cela. Il y avait un certain voie de liberté, en fait. Tout à fait. Et c'est que nous avons fait la grève. La grève que nous avons faite là, pendant 72 heures, que le président Kélékou avait eu. Il est venu avec nous. C'est la première fois que le président Kélékou venait à l'Alouette TV rencontrer les travailleurs. Après combien d'années de gestion? Ah, ben ça fait 17 années. Donc en 17 années, il n'était jamais venu. Il n'est jamais venu. Il peut venir tout juste pour enregistrer peut-être une émission ou un discours, mais rencontrer le personnel, ça ne s'est jamais produit. Et là, je me rappelle bien, c'était un jeudi de juin 1989. Quand il est venu vers 10 heures, avec une forte délégation du parti, de l'État. On a démarré les choses vers 10 heures, c'est à 17 heures qu'on a terminé. 7 heures. Il tenait à ce qu'on ne fasse pas la grève. Avec tous les responsables de l'ORTB, notre directeur général, c'était M. Nicolas Bellon, il faisait des pressions. On a dit niet, on a échangé. On n'avait plus peur. Avant, il y avait un peu de peur pour dire, est-ce qu'on n'ira pas à Segbanan, pas au camp, Guizot. Ouais. Mais avec cette grève, et puis le ventre affamé n'a point d'oreille. D'accord. On avait plus peur. Vous étiez prêt à tout. On était prêt à tout et on mettait en garde même le régime que si jamais
quelque chose arrivait à un journaliste, alors là, on va fermer l'ORTB. Donc cette conférence nationale était pour vous une opportunité de montrer ce que vous saviez faire. Tout à fait. Donc de vous affirmer davantage. On savait que nous étions des journalistes qui ont été bien formés, mais on ne nous a jamais donné vraiment l'occasion de jouer au professionnalisme, de montrer ce dont nous sommes capables. Et c'est pas pour rien qu'à la fin, les délégués ont lu une motion de félicitations à l'endroit de la presse, et surtout de la presse publique. Parce qu'on n'avait pas assez d'organes de presse du service privé. Il y avait la Croix, il y avait un tâtonnement par rapport à Golf FM, avec LC2, mais qui n'était pas encore dans leur bain, c'était un tâtonnement. Et c'était surtout l'ORTB et la Nation. Et la Nation, comme je vous l'ai dit, il a fallu que le présidium insiste pour demander au ministre Ousmane Badako de leur donner un peu de moyens pour qu'ils puissent couvrir, ou surtout les archives de demain. Voilà. Mais ces archives, M. Constant Guédinokou, sont difficiles ou seraient difficiles à trouver aujourd'hui? Comment vous expliquez ça? Vous avez filmé, mais qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez filmé? C'est bien dommage. Nous l'avons dit, nous le disions dans le temps. Je me rappelle, moi j'ai tout le temps. Même une fois, on nous a réunis au palais, moi j'ai pris la parole pour dire, Monsieur le Président, les archives sont importantes pour la génération à venir. Allez jeter un coup d'œil, comment on conserve nos cassettes, les vidéos. C'est dans des endroits insalubres. Il n'y a pas de fraîcheur pour les garder à un niveau approprié pour qu'on puisse les conserver. Mais il faut dire que nos responsables n'ont pas joué le jeu. Surtout de l'ORTB, direction générale, directeur de la télévision, la radio. Et on pouvait le faire. Il y a l'Allemagne qui nous soutenait pour la radio. Et il y a le Japon, la Corée du Sud et de temps à autre la Chine qui nous aidaient pour la télévision. Et nous avons de l'espace à la télévision pour mettre en place peut-être un rez-de-chaussée et puis 3 étages. Pour garder ces archives-là. Même quand vous faites un tour aujourd'hui à la radio, à la télévision, la fois passée, j'ai eu mal à la tête. Je vous assure. J'ai cru que c'était amélioré. Je suis allé voir l'assistant qui est là pour dire, bon, je voulais une émission qui date de 10 ans. Oh, il a commencé par rire. J'ai dit, ah bon? Je dis, mais pourquoi tu ris? C'est pour ne pas m'aider ou bien? Il dit, non. Ce dont tu parles, je ne suis pas sûr de l'avoir. C'est déjà dans un état. 10 ans seulement. 10 ans seulement. Ne parlons plus depuis son nous. Surtout que le régime révolutionnaire, quand ils ont pris le pouvoir, tout ce qui est archives qui concernait le conseil présidentiel, le président Maga, Omadegbe, Piti, Zissou, on a tout brûlé. Je vous assure. C'est bien après que moi j'ai commencé l'ORTB, mais mes aînés ont dit, oh là là, M. Agbinkou, non, si vous étiez là, vous ne pouvez rien. Nous avons insisté. Mais c'est des révolutionnaires du parti qui attendent, on creuse un trou, on les met là-dedans, on met du pétrole et on brûle. Est-ce que ça ne fait pas partie des éléments pour lesquels aujourd'hui les jeunes n'en savent pas grand-chose? C'est bien ça. Nous ne parlons pas de notre histoire, de nos vécus. Les gens ne savent pas. À la maison, je m'évertue à rappeler à mes enfants. Ils ne savent pas du tout. Mais j'ai un médecin, la fois passée, j'ai voulu qu'on parle un peu de l'agression du 16 janvier 1977. Il n'en savait rien. J'ai dit, mais comment? Bon, c'est pas ta faute, parce que c'est dans un bloc de l'éducation qu'on devait mettre tout ça pour enseigner. C'est pas seulement le primaire. Pas du tout au Sénégal, je me rappelle. Tout ce qui fait l'histoire du Sénégal, on enseigne à tous les niveaux de l'enseignement. Primaire, secondaire et aussi à l'université. Mais allez voir si on enseigne la conférence nationale, l'agression du 16 janvier à l'université. Non. Même très peu d'étudiants se préoccupent de ces sujets-là. C'est pas leur problème. Et il faudrait qu'on vous incite à savoir pour que vous ayez envie de faire des enquêtes là-dessus. D'accord. Alors, nous allons revenir très rapidement à la conférence nationale. Après, nous reviendrons justement sur le caractère de l'oubli que nous remarquons et de situer quelques responsabilités. Alors, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises, ou si vous voulez, qui ont été suggérées. Tout à fait. À la conférence nationale, le président Kérékou a accepté cette décision-là. Je veux bien voir avec vous, M. Agbinkou, le cheminement qui a amené le président Kérékou à ne pas rejeter les conclusions de la conférence nationale. Et il faut saluer sa mémoire. C'est un homme intelligent. Tout militaire est souvent intelligent. D'abord, les délégués voulaient le décharger. De ses fonctions. De ses fonctions.
Ils ont pensé que la transition doit être faite avec le Premier ministre, qui a été élu à la conférence, et le gouvernement. Et beaucoup de délégués disaient non, le PPB a failli. D'abord, le chef d'État lui-même, il n'a pas fait grand-chose pour notre pays. Mais on a oublié qu'ils sont là depuis 17 ans. Donc, à des moments donnés, ils ont bien travaillé pour le pays aussi. Oui. Parce qu'on aimait, on voulait faire grandir notre pays. Donc, au début, pendant les 3 jours, c'est beaucoup de mécontentement par rapport aux situations que nous avons vécues depuis des années. Et ils disaient non, le président n'a rien fait, il faut qu'on le décharge, qu'on élise un Premier ministre et qu'on continue. Le président Kélékou était gêné. À plusieurs fois, quand on abordait ces sujets, il venait, il prenait la parole. Est-ce que c'est là où il disait la fameuse phrase qu'on ne nous demande pas de démission, que l'on nous dise pas démission. De démission. Oui. Il a refusé, ne me dites pas démission. Ben, il a dit, vous pouvez me destituer. C'est-à-dire, il savait qu'on ne peut pas le destituer, il sait très bien. Ben, c'est pourquoi il ne veut pas démissionner. Et à cause de ça, un jour d'ailleurs, il y a le colonel Maurice Kouanouté, qui a assumé les fonctions de président de la République pendant 72 heures, à un moment donné. Il a toujours rappelé d'ailleurs. Oui, tout ça, tout à fait. Et il s'est fâché pour dire, ah non, vous les jeunes qui sont venus là, de l'extérieur, vous couchez déjà avec les présidents, vous leur prenez de l'argent, on vous a corrompu. Vous qui êtes société civile, non, quelle société civile, vous ne faites rien, vous bavardez. Alors, si vous manifestez des mécontentements et que vous injuriez l'armée, moi, si je suis le patron de l'armée, alors là, je vais vous enfermer tous. Il a injurié tous ceux qui sont là, c'est un chef d'État, ancien chef d'État. Et il dit que si demain, le président Kélékou n'est pas candidat, lui sera candidat. Ça fait marrer les gens. Et il a quitté. Il est parti. Il est parti. Il est revenu après. Il n'est plus revenu. Il a dit qu'il lui ne suit plus cette affaire-là et qu'il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ce qui est certain, lui, il attend. Le président Aouma Degbe a dit c'est un spécialiste du coup d'État. S'il dit, il va le faire, qui le connaît. Baga a dit, je suis au pouvoir, j'ai fait 3 ans, ensuite 2 ans. Je n'aime pas que voir le sang couler. Le président Zissou a dit, il veut nous distraire, nous devons continuer. Donc, chaque chef d'État, ancien chef d'État, a pris la parole pour fustiger ce que le colonel a dit. Et à un moment donné, je me rappelle très bien, il y avait le ministre Ndonji qui a dit, parce que après tout ça, il y a eu un silence. Et personne ne savait encore à quoi s'en tenir. Est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qui se passe? Et il a posé la question, Monsieur le Président, est-ce que nous allons continuer les travaux? Le président a dit, mais je ne vous bloque pas. Ce n'est pas moi qui dirige les travaux. Si vous continuez, vous continuez. Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire. Donc ça a donné encore un peu plus de tonus pour dire, nous continuons. Et c'est ça qui a poussé les délégués à proclamer la force, d'abord la souveraineté de la conférence et la force exécutoire de ces décisions. Parce qu'à un moment donné, les gens se sont posé la question, mais nous sommes ici, nous travaillons pour qui? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que le président Kélékou peut nous donner le gage qu'à la fin, les conclusions seront acceptées? Donc les gens ont dit non, c'est pas évident. Alors pour les obliger, nous devons proclamer la souveraineté de la conférence. Ce qu'ils ont fait. C'est formidable. Ils ont chanté l'hymne national. Évidemment, tous les cassis du PRPB sont restés assis. Ils ne se sont pas levés. Ils n'ont pas reconnu. Ils n'étaient pas d'accord, en fait. Ils n'étaient pas d'accord. À un moment donné, je me rappelle, le colonel Martin de Ouazonron, il est devenu général. Il a dit, on lui a demandé, bon, avec tout ça, ici, la conférence décide de vous balayer tous. Et qu'il y a une nouvelle gouvernance, une nouvelle légitimité. Alors, il a dit, ce sera très difficile. Donc, il s'était préparé pour ne pas laisser le pouvoir. Aucun d'eux ne voulait laisser le pouvoir. Ce qui a amené le président Kélékou à accepter, c'est le rapport général. Le rapporteur général, paix à son âme, le professeur Albert Tévoisier, alors là, c'est un très bon rapport. Qui, de temps à autre, jetait un peu de fleurs au président Kélékou, de temps à autre, pour l'adoucir, voilà, disait la vérité, nous avons tout perdu, nous ne respectons plus rien, les femmes sont devenues des objets, les hommes, personne ne respecte, Segbana, allez voir, plein de prisonniers, quand Guézo, plein de prisonniers, les gens ont fui, sont pleins en exil, que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut nécessairement que nous abordions ce qui devrait nous permettre d'évoluer désormais au Bénin. Et tout cela, il a résumé dans un rapport magnifique. Qui a été applaudi. Qui a été très applaudi, de temps à autre. Philosophie,
métaphysique, mathématiques, sciences sociales, littérature. Vous connaissez un peu le professeur. Ça. Vous pensez que c'est ce rapport qui a décidé le président Kérékou? Tout à fait. Il n'avait pas pris sa décision avant? Non. Même le jour de la clôture, il y avait encore des caciques du PRPB qui ont pris la parole pour dire non, tous ces 10 jours-là, c'est du traquenard politique. Nous, on ne va pas accepter. On va continuer. On peut réorganiser les choses, un remaniement ministériel, quelques-uns y rentrent, mais le pouvoir d'État demeure. Encore que les délégués, beaucoup ont dit non, notre constitution est devenue caduque et qu'elle ne répond plus à la réalité actuelle. C'est d'ailleurs sa caducité qui a amené, avec la crise économique, à ce que nous soyons ici pour parler de la conférence nationale. Mais les gens du PRPV ne voulaient pas, parce qu'ils veulent perdre le pouvoir. D'accord. Donc tout cela, ramassé, bien dit, bien structuré, nous voyons le président Kérékou. Nous avons 3 caméras, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Il y avait une caméra qui était fixée sur le président Kérékou, qui filmait tous ses mouvements, ses propos. On a même ouvert le micro pour savoir ce qu'il dit. Oui. À sa gauche était assis le président Robert Dossou, qui était le président du comité d'organisation de la conférence. Il y avait une caméra branchée sur le présidium pour écouter ce que Monseigneur et ses amis au niveau du présidium disaient, et une seule caméra pour s'occuper de tous les délégués. C'était pas suffisant. Mais on n'en avait pas. C'était les 3 qui marchaient un peu et qu'on pouvait faire déplacer. Donc, la caméra qui était branchée sur le président Kérékou, il y avait André Maï Johnson et moi qui devions surveiller pour voir ce qui se dit, ce qui se fait. Oui. À un moment donné, quand le rapporteur lisait son rapport avec beaucoup de clarté et de vivacité qu'on lui reconnaît, on a vu le président Kérékou qui parlait au président Robert Dossou. On ne savait pas ce qu'il lui a dit parce que le micro, il y avait beaucoup de bruit autour. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Il a pris du papier, il a pris un bic, il a commencé par écrire. De façon très rapide. On était persuadés que c'est le discours de clôture qu'il lui écrivait. C'est vrai que le président, en venant, les caciques lui ont écrit le discours. Certainement pour rejeter, pour remodeler les conclusions issues des travaux de la conférence. Mais on a vu et on le regardait. On a dit de nous laisser la caméra ouverte et de filmer tout ce qui se passait. On a vu que le président Robert Dossou lui a remis plusieurs fiches et il a mis de côté. Et André Maï Johnson a dit, il faut bien regarder, M. Aguilingon. Je suis sûr, c'est le discours qui va lire. On va surveiller si c'est ça ou un autre. Et effectivement, il a mis ça dans sa poche, la poche gauche. On regardait, on est resté. Et effectivement, quand il devait lire son discours de clôture, quand il est allé au pupitre, il a mis la main dans la poche gauche. Et il a sorti le document. On a bien vu. C'était 3 pages, pas plus. C'était 3 pages. C'était d'ailleurs le plus court discours de son histoire, de son règne. Donc il a laissé de côté le discours. Oui, qu'on lui a préparé. Parce que les discours que les gens du PRPB écrivent souvent, c'est des discours longs. Et qui nous ennuyaient. Et bizarrement, vous ne pouvez même pas monter. On balançait la totalité. Ça nous ennuyait beaucoup. À chaque fois que je devais monter, ça me fait mal. Donc, c'était bien ce discours qu'il a lu. Et quand on voit les thèmes qui ont été utilisés, ce n'est pas les thèmes qu'adoraient nos amis du PRPB. Donc, c'est clair, c'est lui. C'est vrai, avec humilité, le président Dossou n'a jamais reconnu. Oui. Mais j'ai copié et je suis allé chez lui. J'ai dit, président, donnez-moi 2 minutes, suivez ça là, avec moi. Quand il a commencé par voir, il a commencé par rire, il dit, oh, laisse ça, Constant, tu me taquines trop. Ça suffit, je te dis. Mais c'est clair, il est humble. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que journaliste, reporter, chargé donc de couvrir ce grand événement? Qu'avez-vous ressenti lorsque le président Kérékou acceptait les conclusions de la conférence nationale? On a compris que les 10 jours n'étaient pas inutiles et qu'on n'est pas venu ici pour s'amuser. On est venu pour soutenir notre peuple, notre nation, qui souffrait. On sentait. Et on était heureux. D'abord, quand il a dit que je mets tout le peuple béninois à témoin et que les conclusions issues des travaux de la conférence seront exécutées dans la discipline, dans l'ordre. Tous les délégués se sont levés. Et ils ont applaudi pendant au moins 3 minutes. Nous avons chronométré. 3 minutes. Il a répété, les gens sont restés debout. Ils ont encore applaudi pendant 1 minute. Et il a dit 2 autres phrases très importantes. Et c'était, je sais, c'est en direction des caciques du PRPB, des instances.
Il dit, ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation, c'est une affaire de responsabilité nationale. C'est vrai, ça l'engageait, c'est lui, chef de l'État. Si ça échoue, on va dire c'est lui qui a fait échouer, on ne dira pas les autres. Si ça réussit, on l'a applaudi le jour-là. Donc c'était réel, que c'était pas du défaitisme, non. Les délégués ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont abouti à des conclusions, à des décisions porteuses du renouveau démocratique et de l'essor nouveau pour notre pays. Vous voulez dire que toutes ces images n'existent plus, M. Abouidou? Quelques-unes. Je suis sûr que la grande majorité de ces images n'existent plus. Ça, je le dis, je suis formé là-dessus. Une fois, même quand on était aux affaires, on tenait, parce que chaque année, on rappelle. Oui. Nous faisons des émissions là-dessus, parce que nous, qui avions couvert, nous étions encore aux affaires. Donc ça nous concerne, c'est notre affaire. On cherchait difficilement à trouver les images. Oui, je ne vais pas vous mentir. Parfois, nous sommes allés quémander les images chez des privés. Et nous avons acheté. Oui, nous ne l'avons pas dit, mais nous avons sorti l'argent de notre propre poche. Oui. André, je me rappelle André, Philippe Lounsek, Joël Mundolo et les frères migrants, on a couru. Nous avons dit, il faut voir les privés. S'ils ont des images, nous allons acheter. Il ne faut pas copier gratuitement. Et avec ça, les gens nous ont copié beaucoup d'autres images qu'on n'avait pas. Et pourtant, on a tout enregistré, figurez-vous. Mais dans ce caractère, enfin dans le caractère de l'oubli de cette conférence nationale, M. Constant Abouidou, vous êtes journaliste, beaucoup de Béninois engagent la responsabilité des médias. Est-ce que c'est juste de penser que les médias sont aussi à l'origine de cet état des choses? Je dois dire que nous avons aussi une responsabilité. À quel niveau? C'est des collègues à nous qui sont directeurs. Le DG, c'était un collègue. Le directeur de la télévision, le directeur de la radio, ce sont des collègues. Les rédacteurs en chef, ce sont des collègues. Pourquoi ne pas... S'il faut faire de grève, faire de grève. Mais pour qu'on puisse conserver ces images-là. Mais que peut-il faire aujourd'hui si les images n'existent pas aussi depuis votre... Ce qui est certain, les images existent toujours. C'est-à-dire que nous pouvons avoir recours à la France. C'est ce que nous faisons, souvent. À l'Institut national de l'audiovisuel. Oui, l'INA a toutes ces images. Comment vous expliquez ça quand même? Parce que ça fait mal et quand j'en parle, ça me donne de la nausée, je vous avoue. Ça me fait très mal, hein, parce que le peu de temps que nous avons fait à des responsabilités, nous avons conservé des images. Je vous assure, hein, les 6 ans que le président Soglo a fait au pouvoir, nous avons encore conservé ces images-là. Mais aujourd'hui, allez, il n'y en a plus. La fois passée, on m'a dit qu'on voulait célébrer l'anniversaire de Mme Rosine Vieira-Soglo. Parce qu'elle avait créé une association Vidolé pour soutenir les femmes et les enfants en détresse. On voulait lui rendre hommage. Pendant 2 jours, on a cherché ces images, on n'a pas trouvé. J'ai dit, mais comment? Mais dites-moi, les cassettes, là, par rapport à toutes ces tournées qu'elle faisait, ben vous les avez mises où? On se regardait seulement. J'ai dit, comment? C'est pas possible, c'est de l'assassinat. Ou bien vous les avez détruits comme les caciques du PRPB l'avaient fait au début de leur règne. C'est incompréhensible. Mais aller à l'INA coûte cher, c'est beaucoup d'argent pour aller acheter quelques minutes d'archives. Non, le problème qu'il y a, c'est détail. Si le président Talon est bien briefé, il ne va pas s'adresser directement à l'INA. Okay. Il s'adresse au gouvernement français. C'est un peu comme le retour des objets sacrés. Voilà, des objets royaux. Oui. On s'adresse et on m'a dit, aidez-nous et copiez-nous tout ce qui est sur notre histoire. C'est pas seulement la conférence nationale. Le président Maguire est décédé. Et nous voulons savoir. Oh Seigneur. Nous n'avons trouvé aucune de sa voix dans nos archives. Nous sommes adressés à l'ambassade de France. Avec politesse, vous dit, aidez-nous. Et c'est eux qui nous ont copié 1 heure d'émission avec le président Maguire. C'est là-dedans qu'on a piqué. Pour lui rendre hommage, pour faire des émissions sur lui. Et c'est pareil pour le président Maguire. Pareil pour le président Aromanegbe. On a détruit toutes les archives. Nous devons les reconstituer. Donc, la nouvelle direction générale de l'ORTB, je leur souhaite bonne arrivée. Félicitations. Ils ont du pain sur la planche. Vous l'avez d'ailleurs dit dans une tribune que vous avez... Je l'ai dit, il faut qu'ils nous permettent de ne pas seulement les critiquer. Je ne veux pas être... porteurs de mauvais augure, je veux les soutenir, parce que nous avons du travail à faire, nous pouvons le faire,
Il y a des partenariats qui sont solides avec l'Allemagne fédérale. Oui. La plupart de nos radios que nous avons, que ce soit les émetteurs ou les matériels techniques, ont été fournis par l'Allemagne. La télévision, au départ, c'est la France, mais la France a laissé tomber. Et c'est le Japon et la Corée du Sud, avec le président Soglo. Nous avons les cas que nous avons eus, c'est avec la Corée du Sud, mais par le biais de la Libye. C'est le président Kadhafi qui nous a donné cela. Ont été achetés en Corée du Sud. Donc ce partenariat existe. Je me rappelle, le président Talon a effectué une visite officielle en Chine, il y a environ 2 ans, et les Chinois, c'est eux-mêmes qui ont dit, nous voulons des accords de coopération avec l'ORTB pour les soutenir, pour le doter de matériel et surtout aussi échanger, parce que les Chinois produisent beaucoup de films, d'émissions. Ils veulent qu'on les connaisse. Mais il y a toujours un petit échange. Oui, absolument. Il faut le faire. Je crois que nous pouvons le faire. Et il faut le faire tôt. Mais des Béninois pensent aussi qu'il n'y a pas suffisamment d'émissions sur les médias, il n'y a pas suffisamment de rappels historiques sur ce que notre pays a connu. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Est-ce que on peut engager la responsabilité des médias dans tout ce qui se dit là? Tout à fait. Ce n'est pas les autorités qui vont produire. Quand vous êtes DG, vous êtes directeur, vous devez avoir un budget annuel de production. On doit dire dans le budget général de l'ORTB, voici la part qui revient à la production. Et on doit produire. Ce n'est pas les thèmes qui manquent. Non. On se rappelle, quand on était aux affaires, on le disait. On avait toujours un budget de production. Et on produisait. On produisait. Nous avons un service de production à la télévision comme à la radio, qui sont là. Et c'est des gens bien formés. Il suffit qu'on dise, voilà, c'est peut-être 100 millions pour la télévision. C'est peut-être 50 millions pour la radio. Encore que 100 millions, c'est insuffisant. À peine 3-4 émissions, vous avez déjà fini. Parce qu'il faut des émissions compétitives. Vous savez, il arrive que nous allions à des festivals comme CLAP en Côte d'Ivoire. Oui. Et nous allons, par exemple, le Sierro à Ouagadougou, qui chaque année. Nous allons, par exemple... le FESPACO, mon Dieu, chaque année, tous les 2 ans maintenant, avec des films, nous pouvons le faire. Monsieur André Maïs Johnson a fait une production, on dit le titre sur le roi Béranzi. Quand c'est allé au FESPACO, il a reçu le premier prix. C'était un très beau film documentaire sur le roi Béranzi. Et ça a porté, parce qu'il est allé partout, ça avec Ephraim Kenom, avec lui, avec l'équipe technique. Ils sont allés en France. Ils sont allés en Algérie, ils sont allés à la Martinique. C'était sur les traces d'exil du roi Béranzi. Et tout le documentaire, c'est formidable. Formidable. Alors, ça a reçu de prix. Et nous avons dit, si nous pouvons créer, nous pouvons produire chaque année, c'est ainsi que nous avons, ça peut nous rapporter. Et les gens vont nous connaître, vont connaître le Bénin, parce que c'est toujours un sujet sur le Bénin. Comprends. Depuis, ils se battent. Je ne veux pas dire que rien n'est fait, non. Je vais décourager ceux qui sont là au service production, dans les 2 rédactions. Mais ce n'est pas encore ça. D'accord. C'est pas encore ça. Mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui, en 2025, la plupart des vestiges du passé, la plupart des éléments qui permettent de façon matérielle d'avoir le souvenir de la conférence nationale, est-ce que ce n'est pas parce que ces éléments n'existent plus que les gens oublient aussi? Le PLM Alédio n'existe plus, beaucoup d'infrastructures n'existent plus, et tout ça, ça favorise l'oubli, monsieur Constant Béninois. Vous avez parfaitement raison, monsieur Abalo. Je me rappelle notre doyen, paix à son âme, Jérôme Carlos. Il avait fait une chronique, une très belle chronique, il a l'habitude de faire d'ailleurs, pour demander au président de la République, le président Talon, qu'il faut réhabiliter le PLM Alédio et de construire non seulement la salle de conférence, mais de construire un musée et une grande bibliothèque à côté. Et qu'il faut transformer le PLM Alédio en un Davos africain. Vous savez, chaque année, il y a les dirigeants économiques du monde qui se trouvent à Davos en Suisse pour parler de l'état de l'économie du monde, pour échanger, développer les secteurs qu'il faut. Nous pouvons transformer Cotonou, le PLM, en Davos africain, pour que chaque année, nous parlions de l'état de la démocratie dans le monde. Et je me rappelle, le président Joseph Diogbenou lui a répondu, pour dire oui,
Nous, il était encore au gouvernement. Et il dit, en tant que ministre de la Justice, il dit, oui, nous y pensons. Et c'est important ce que vous dites, M. Carlos. Tout récemment, j'ai vu le chef de l'État qui est allé sur le site parce que le président a proposé qu'on construise une station balnéaire. Le PLM a été détruit, rasé, vous le savez. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Il ne faut pas que chaque fois nous détruisons. L'histoire veut que les vestiges, ces lieux de mémoire, ces sites qui sont importants, historiques, qu'on les garde. Mais ça, c'est important. Détruire aussi favorise l'oubli. C'est vrai, c'est vrai. Quand quelque chose, vous ne le voyez pas, vous pouvez facilement oublier. C'est pas la faute des jeunes qui n'en savent rien aujourd'hui. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas leur faute. Hein, c'est la faute à leurs parents, à leurs aînés, aux autorités. Moi, je demande, ce n'est rien d'État. Là où on veut construire une station balnéaire, il peut toujours avoir le PLM Aléjo. On connaît la structuration du PLM Aléjo. Le musée dont le doyen a parlé, la bibliothèque dont il a parlé, c'est des fonds qui ne manquent pas. Si le président Talon veut, il va le faire. Ouais. Je sais. Notre pays est en chantier. Vous allez n'importe où, les infrastructures, on les construit. Centre de santé, cité ministérielle, routes et ponts. J'ai fait un tour à Granvier, j'étais émerveillé par rapport à ce qu'on construit là-bas. Je dis, mais pourquoi ne pas penser aussi aux bibliothèques? Pourquoi ne pas penser à tout ce qui peut constituer notre trésor, je dirais, intellectuel. Il faut pas négliger. Nous en avons besoin. Et les historiens aussi, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils se taisent trop. Vous engagez aussi leurs responsabilités. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Quand on parle de bibliothèque, un historien doit pouvoir savoir que c'est important pour nous. Quand il y a une salle de lecture où nos jeunes peuvent aller pour trouver les ouvrages qui parlent de notre pays, c'est important pour le pays. Donc, de plus en plus, les gens se taisent. Les gens ne parlent plus. Il ne s'agit pas toujours de critiquer, il s'agit de révéler. Oui, mais comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez justement qu'aujourd'hui, à l'ère normalement de la liberté d'expression, de la libéralisation de la parole, les gens continuent à ne plus parler? Je ne comprends pas. Monsieur Aboudinopo. Moi, j'ai du plaisir à vous écouter et à écouter vos invités. Personne ne vous en veut parce que vous avez abordé des sujets. Moi, je me rappelle, nous avons insisté, exigé, obtenu et exercé la liberté de la presse au sorti de la conférence nationale. Moi, quand je voulais parler à la télévision ou à la radio, moi, je n'ai plus peur. Hein. Ah non, j'ai dit, nous avons insisté là-dessus. Et nous avons dit à nos autorités de faire un effort. Surtout que dans notre constitution, c'est dit, la liberté d'expression, la liberté de parole, la liberté de presse sont garanties par la constitution. Et de plus en plus, il faut... ce qu'il y a, on ne dit pas d'injurier. C'est-à-dire les gens confondent. Vous pouvez critiquer, il y a une manière pour critiquer. L'élégance. Avec l'élégance, avec beaucoup de doigté, pour savoir ce qu'on peut dire, pour que l'autre comprenne. Le journaliste doit se dire jusqu'où ne jamais aller trop loin. Dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Il y en a qui exagèrent, ça il faut le dire. Et quand on le dit, c'est après qu'ils s'excusent. Non, non. Vous ne pouvez pas donner n'importe quelle information. Quand on veut donner une information, on la vérifie. On sait qu'elle est exacte et on la donne. Et on est sûr que rien ne se passera. Vous n'aviez pas les réseaux sociaux à votre époque. Aujourd'hui, les réseaux sociaux il y en a. C'est vrai, oui. Mais quelqu'un qui anime un réseau social, un forum, il ne vient pas du ciel. Il est né sur la terre. Il vit dans un environnement. Il doit savoir que les règles sont partout. C'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux que les règles liées à la déontologie ont changé. On doit toujours se référer à cela. Pour dire, c'est de ça qu'il s'agit. Et il y a la haute autorité de la communication qui y veille. Depuis, j'ai constaté, il y a plein de séminaires pour la remise en cause, pour remodeler nos savoirs, pour les aider à mieux comprendre les règles de déontologie. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas s'attaquer aux gens parce que vous voulez nécessairement un intérêt. Non. Il faut respecter de temps à autre aussi la vie privée des gens. Nous ne le faisons pas souvent. Et nous croyons que, bon, nous avons la plume, nous avons le micro, nous pouvons dire ce que nous voulons sur telle autorité. Non, non, il faut l'éviter. D'accord. Il faut l'éviter. Alors, si les téléspectateurs de télévision ou les auditeurs de Diaspora FM vous demandent de leur dire aujourd'hui ce qu'il faut retenir essentiellement de la conférence nationale des forces vives, qu'est-ce que vous leur diriez? Premièrement, je vais leur dire que c'est un événement important.
qui rentrent directement dans notre histoire, dans notre vécu au quotidien. Il ne faut plus oublier. On a dit multipartisme intégral. Aujourd'hui, on est en train de réduire. On l'a dit parce que... C'est plus intégral aujourd'hui. Oui, il faut comprendre. Avant, on était opprimés, oppressés. On ne pouvait pas parler. Et quand vous trouvez l'occasion, on veut exagérer un peu. C'est pourquoi les délégués ont dit multipartisme intégral, sans parti. Non, c'est des histoires. On ne peut plus. Le Sénégal, qui était champion, a réduit. Fortement. Fortement. Alors, nous avons dit aussi que c'est le libéralisme économique. C'est-à-dire que vous pouvez vous installer, vous avez des moyens, vous pouvez mener des affaires, des activités commerciales en respectant les règles en la matière. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas voler. Et on a dit qu'il faut lutter contre la corruption. Parce que la corruption a gangréné nos systèmes éducatifs, nos systèmes sociaux, si bien que quand vous voulez faire une affaire, les impôts, ceux qui sont là, qui doivent vous corrompre, ils sont trop nombreux et parfois vous ne le faites pas à l'essentiel. Nous avons aussi dit qu'il faut affermir l'autorité de l'État. C'est important. Un État ne peut pas être à volo. Il faut respecter l'État. Et l'État aussi doit se faire respecter à travers la rigueur, à travers le travail, le bien fait. Le bien public doit être respecté. Un bien public, c'est pas un bien privé, c'est pas personnel. C'est pour l'État, c'est pour nous tous. Il faut le respecter. Nous avons dit, et ils l'ont dit, je me rappelle le rapporteur général, le professeur Albert Thévoyer, paix à son âme, il dit, nous avons pris une grande décision. La presse doit être libre, mais responsable. Et je me suis approché de lui. Pourquoi vous parlez de responsable? Il dit, la presse est libre. Il dit, non. Vous, journalistes, vous aimez trop faire ce que vous voulez, sans respecter la déontologie. Alors, nous devons vous avoir à l'œil. C'est pourquoi nous disons, vous êtes libre. Mais responsable. Ah, vous devez être responsable. Sinon, de répondre de ces actes. Voilà. Vous devez être prêt. Il ne s'agit pas de dire, ah, on m'a dit que nous sommes libres, nous pouvons parler, nous pouvons dire ce que nous voulons, écrire ce que nous voulons. Non, non. Vous devez écrire ce que vous devriez écrire. Vous devez parler. On ne vous refuse pas. Mais votre responsabilité est engagée. Si vous déconnez, la loi est là. Et on peut vous l'appliquer. Donc, c'est ça. Et nous avons dit, il faut s'occuper de notre sécurité. C'est important. La libre circulation des personnes et des biens. La possibilité que j'ai de quitter Cotonou, d'aller à Grand Popo sans me déranger, sans qu'on ne me crée des histoires inutiles sur le chemin. Hein, il faut que les policiers, les gendarmes travaillent de concert à ce que la sécurité urbaine, que ce soit rurale, soit préservée. C'est important. Les gens ne savent pas toujours. Et les rançonnements, il faut les éviter. Nous ne voulons plus des rançonnements. Parce que de plus en plus, on met l'accent sur les indemnités et les salaires que les gens doivent avoir. Je sais que même si on augmentait tous les jours, ça ne suffirait jamais. Absolument. Donc, voilà. Mais le minimum, c'est important. Mais malgré ce que vous avez cité là, malgré ce qu'on peut retenir selon vous, il y a des acteurs politiques, pas des moindres, des acteurs publics, qui continuent de dire et de penser que la conférence nationale était un marché de dupes, que c'était un canular et que c'était le plus mauvais rendez-vous historique de notre pays. Que pensez-vous de ça? Non, non, je ne suis pas d'accord. De plus en plus, ils le disent. Oui, oui, ils le disent. Mais je crois qu'il faut un peu de bémol. Non, non, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Ils disent qu'on a eu beaucoup de compromissions. Vous savez, pour gagner, il faut faire un peu de compromis. Je ne suis pas d'accord pour la compromission. Et on a fait des compromis. D'abord, que le président Kélikou reste là pour une année, pour la transition. Alors qu'on voulait lui décharger. Nous avons dit, la transition, c'est une année. Et on organise toutes les élections. Ces acteurs-là continuent toujours leur reproche en disant que tout a été taillé sur mesure. Non, à la conférence nationale, on a fait des choses pour faire plaisir à quelques-uns. Non, non. Je ne crois pas, personnellement. Hein. Certainement qu'ils ont des informations que je ne possède pas. Sinon, on a essayé de faire en sorte que notre pays renoue avec la démocratie. C'est pourquoi on parle de renouveau démocratique. Parce que le pays avait vécu sous les présidents anciens, on a connu l'ère de la démocratie aussi. Mais cette fois-ci, on veut une démocratie participative. Ce n'est plus seulement l'affaire des autorités. Et il faut que les autorités préservent la démocratie. Ah oui, il n'est pas question de dire la conférence nationale, bon, c'est une vieille histoire, ça ne me concerne pas, c'est leur affaire, moi je n'ai pas pris part. Ah non, si nous vivons le renouveau, c'est grâce à la conférence nationale. Donc, chaque acteur devait faire en sorte qu'on préserve l'essentiel des décisions qui ont été prises à la conférence nationale. Nous ne devons pas oublier la conférence nationale. Non,
Nous devons continuer à la vivre en disant que, bon, il faut améliorer. Nous ne parlons plus aujourd'hui de multipartisme intégral. Les gens ont compris. D'ailleurs, le président Omarigwe parlait de qu'on n'a pas de parti politique, on a des clubs électoraux. Aujourd'hui, je crois qu'on commence par avoir des partis politiques. Et ceux qui disent que c'est les partis politiques qui animent la vie politique nationale, c'est important. Et le chef de l'État insiste sur le système partisan, c'est vrai. La conférence nationale, donc selon vous, a permis d'avoir des acquis qu'il faut préserver. Il faut préserver. Donc vous prenez le contre-pied de ceux qui pensent que c'était un marché de dupes. Non. Au contraire, vous savez, le parti communiste du Dahomey parlait de marché de dupes. Et ils ont boycotté. J'ai rencontré des ténors qui m'ont dit non, c'était une erreur. Ils vous l'ont dit? Ils me l'ont dit que c'est une erreur. Ils auraient dû assister à la conférence pour voir jusqu'à la fin ce qu'eux, ils peuvent changer. Ils croyaient que le président Kélékou et le PAPB ne tiendraient compte de rien. Et que ce serait réellement un marché de dupes pour s'entendre à gauche à droite sur le dos des populations. Non, ça n'a pas été ça. C'était des débats houleux et intelligents. Mais ils ont travaillé même dans des commissions. Et moi, j'ai participé. Je faisais le tour de toutes les commissions. Tous mes collègues, on avait des tâches précises. Et on posait les questions qu'il fallait. Ce n'était plus la langue de bois. Ah non. Mais j'ai reçu sur le plateau M. Azenro, je vous rappelle. Je l'ai titillé, sérieusement. Il était étonné. Il disait, mais Constant, sur le PPB, tu voulais me poser cette question-là. Je dis, en ce moment, je n'avais pas le loisir de le faire. Okay. Mais aujourd'hui, je peux le faire. Alors beaucoup, aujourd'hui, ce sera la dernière question que je vais vous poser avant votre conclusion. Oui. Beaucoup pensent aujourd'hui que nous sommes arrivés à un moment de la gestion de notre pays où il va falloir s'asseoir à nouveau, faire des assises nationales, faire une autre conférence nationale pour parler de l'avenir. Monsieur Bouidinoukou, est-ce que, selon vous ou pour vous, l'environnement s'y prête? Bon, vous savez, ce n'est jamais mauvais de s'asseoir pour parler de son pays. Mais je ne sais pas si c'est vraiment urgent. Sincèrement. Beaucoup décrivent la situation sociale actuelle comme celle qui prévalait en 89. Il y a quand même une grande différence, hein, franchement. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons critiquer les choses dans les thèmes qui conviennent. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je le dis, hein, quand je prends la parole. Quand c'est mauvais, je le dis, je vous assure. Peut-être que vous n'êtes pas une cible à inquiéter. Bon, peut-être, je ne sais pas. Sinon, quand qui vous inquiéterait J'avoue que dans le pays aujourd'hui, je ne suis pas inquiet. C'est sincère. Mais parce que je n'ai rien fait de mal. Je ne me reproche rien. Vous savez, quand on fait quelque chose de mal ou qu'on se reproche des choses, on peut être inquiet. Quand on me dit, il y a des exilés, je veux savoir, est-ce que ils sont partis d'eux-mêmes ou on les a poussés à aller en exil? Sous le PAPB, on poussait les gens à aller en exil. Parce qu'on dit, vous êtes un réactionnaire, on peut vous prendre, vous jeter en prison, là où on veut, et on ne pense pas à vous. Et il n'y a même pas de tribunal pour vous juger. On se tait sur votre incarcération. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Hein? Ben, si les gens n'ont pas confiance en la justice et préfèrent partir parce qu'ils le disent, lorsqu'on a une assurance d'un environnement juridique apaisant. Tout à fait. Nous devions faire l'effort pour que les juges nous permettent de leur faire confiance. C'est d'abord eux. C'est pas le pouvoir politique. Non, non. J'ai vu des juges ailleurs qui ont pris leurs responsabilités pour dire non, ça c'est ceci. Vous vous rappelez le juge Angelo? Oui. Il a écrit un ouvrage. Quand on l'a tracassé, il y a eu tout ça là. Vous vous rappelez le dossier? Ben, il a dû fuir d'abord. Il a dû fuir parce qu'en ce moment-là, la situation était au top niveau par rapport aux inquiétudes. Mais ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit de venir, il est revenu. Il a compris que ça a commencé. Oui, voilà. Aujourd'hui, je ne pense pas la même chose. Oui. Mais je dis toujours, moi je fais confiance à notre justice. Mais les juges doivent se remettre en cause. C'est important. Hein? Il faut être juge. Il faut savoir, mais le pouvoir veut toujours intervenir dans la justice. Oui. Il n'y a pas de justice. Indépendante. 100%, comme d'ailleurs la presse. Oui. Les gens veulent toujours nous titiller un peu pour dire non, est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? C'est celui qui est responsable qui doit engager sa responsabilité, savoir ce qu'il doit faire pour ne pas être toujours vu comme quelqu'un, un godillot.
D'accord. Vous allez conclure maintenant notre entretien, M. Constant Agbidi-Noukou. Nous avons fait 52 minutes sur ce sujet historique de la conférence nationale. Il était important que nous y allions. Je remercie d'abord Diaspora FM et Eden TV. C'est sincère pour le travail que vous faites. J'ai l'habitude de vous écouter. Et les gens ne savent pas que vous avez d'autres studios. Les gens pensent toujours que c'est à Abomey-Calavi. Voilà, à Gozigbe là-bas. Sinon, c'est de belles émissions. Et vous recevez d'importants invités et qui s'expriment. Quand je les écoute, ben, ils ont envie de parler. Alors rien ne les empêche de venir de temps à autre, si on leur fait appel. Nos autorités, il faut qu'elles apprennent à s'exprimer, à dire les choses. Surtout la contradiction. Oui, c'est ça qui fait évoluer les choses. On ne peut pas faire évoluer un pays, un système, une société. Ensuite, il faut qu'on soutienne la presse. Le chef de l'État a déjà fait un gros effort, mais il lui reste beaucoup à faire. Le premier gros effort, c'est qu'en janvier 2023, il a demandé à l'ARAC de lui proposer un programme et un plan de réforme de la presse. Ils l'ont fait, je crois que c'est avec lui. Et ils sont en train de réfléchir. Le président, l'ARAC se bat aussi pour que nous puissions reconquérir l'aide à la presse. C'est très important. Depuis au moins 8 ans, on n'en a plus eu droit. Il faut soutenir la presse. La presse, quand elle a des moyens et qu'elle peut faire des investigations, elle fait développer le pays. Et ça nous permet d'avoir beaucoup d'émissions, d'avoir des vues contradictoires sur les choses pour évoluer. Le pays est en chantier, je veux que la presse soit en chantier. D'accord. Vis-à-vis du gouvernement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Constant Agbidi-Noukou. Vous étiez l'invité de l'entretien de ce dimanche, à juste titre d'ailleurs, puisque nous parlons de la conférence nationale des forces vives, nous parlons de l'oubli de ce grand événement historique, nous parlons de la couverture médiatique de cet événement historique. Vous étiez l'un des acteurs principaux. Votre témoignage nous a permis d'avoir quelques informations importantes, d'ailleurs des choses que les uns et les autres avaient commencé par oublier. C'est notre partition que nous jouons dans la préservation de la mémoire collective et surtout de tout ce qui a été décidé pour l'avenir de notre pays. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment à vous. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de télévision, auditeurs de Diaspora FM. C'est toujours un énorme plaisir, vous le savez, pour nous, d'être avec vous chaque dimanche. Nous venons de finir le rendez-vous d'aujourd'hui. Dimanche prochain, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver pour une autre émission, un autre invité, un autre thème, toujours pour que notre pays puisse avancer. Bon appétit à chacun et à tous et à dimanche prochain.